La minute du papillon transnumériste. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Pierre. Épisode 3. Poursuivons le fil sur le thème de la co-incarnation et réalité virtuelle. Et si la co-incarnation culturelle était déjà une pratique courante dans nos cultures traditionnelles? Jean-Pierre Courtillal nous illustre cela par la fabuleuse histoire de la tarentelle. Allez hop, minute papillon, arrêtons-nous un instant sur cet exemple. On a appelé ça l'anthropologie symétrique parce que ça permettait à l'époque de ne pas faire de différence entre la société moderne basée sur la science et les sociétés traditionnelles. Ça aboutissait à dire, mais il y a une société qui va privilégier la circulation objective, c'est la société moderne, et l'autre, elle privilégie les flux subjectifs qui construisent des sujets conscients de ce qu'ils sont dans leur rapport aux autres, mais les deux régimes cohabitent dans les différents types de sociétés. Et voilà. Et ça a donné l'ethnopsychiatrie, ça a permis de faire une approche de l'ethnopsychiatrie comme précisément une thérapeutique qui considère qu'il y a des univers multiples, comme on dit, c'est-à-dire il y a l'univers du corps physique de la science médicale et il y a l'univers de la culture. Et l'univers de la culture a des lois aussi fortes que l'univers de la science médicale. C'est ça. Oui, alors je pense au tarantisme, qui est une pratique de l'Italie du Sud, qui n'existe plus maintenant, mais on a encore des témoignages, il y a une trentaine d'années, ça existait. Donc c'est des jeunes femmes dont on dit qu'elles sont complètement... elles sont oppressées par des cultures masculines qui peut entraîner chez elles véritablement des troubles psychiatriques. Et ce que dit la culture de l'Italie du Sud, c'est que ces femmes ont été piquées par la tarentule, une araignée. Ah oui. Et c'est un mythe, parce qu'il est prouvé que la tarentule n'est pas venimeuse pour l'homme, mais par contre elle est très dangereuse pour les animaux, les insectes. Donc c'est une espèce de mythe social qui sauve la face. Et la jeune fille va donc, elle va être environnée de musiciens qui vont jouer, elle va danser, elle va exprimer le fait d'être habitée par l'araignée, et les musiciens vont jouer jusqu'à ce que la jeune fille se sente apaisée. Habité par le venin de l'araignée ou par l'araignée, par l'esprit, donc violence de l'araignée. Oui, c'est une sorte de possession. C'est ça. Ah d'accord. Ah oui, incarnation et possession, ça peut être intéressant de regarder. Voilà. Et alors, donc tout le village est attentif. Les musiciens ne s'arrêtent pas. Ils jouent H24 jusqu'à, à ma connaissance, jusqu'à ce qu'elles se sentent soulagées. Et cette mise en scène-là, donc, a des effets thérapeutiques, parce que dans la culture, avec l'attention du village sur sa souffrance, qu'elle exprime, qu'elle incarne, et donc qui est partagée par les musiciens, par les témoins, donc elle n'est plus habitée seule à être possédée, tout le monde partage sa souffrance. Et ce partage fait qu'elle est reconnue comme personne souffrante. Tout un réseau autour d'elle, des musiciens... Le témoin voit qu'il faut faire une concession à sa souffrance, l'écouter, l'observer pendant des heures jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Donc la personne, au lieu d'être possédée comme ça par l'araignée, elle est au centre de l'attention d'un village par rapport à une souffrance plus profonde. Ok. Mais quand on regarde cette étude là, de la co-incarnation en réalité virtuelle, quel lien tu fais avec ce tarantisme, et puis ce que nous apprend le tarantisme plutôt, c'est qu'il y a, il y a des pistes intéressantes à travers cette lecture. Déjà, je précise que d'après les psychiatres, aujourd'hui, ces personnes-là se retrouvent à l'hôpital psychiatrique avec des soins médicaux. Donc il y a véritablement la possibilité d'une approche médicale de cette souffrance du corps. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a la culture
la nécessité de passer du temps pour exprimer dans son corps une souffrance. Donc, dans son corps, elle incarne une souffrance légitime dans la conscience des villageois. Elle accepte quelque part en tant que sujet que son corps soit un lieu de co-incarnation. Absolument. À la limite, on pourrait presque dire que c'est la victime émissaire de la souffrance du village. Parce que la souffrance, elle est collective aussi, face à ces jeunes filles. Donc, elle prend sur elle une souffrance d'une culture qui dysfonctionne au niveau de... Alors là, si je fais la synthèse, même à ma manière, c'est que, en fait, la co-incarnation, on n'a pas attendu la réalité virtuelle et l'expérience de réalité virtuelle pour vivre cette co-incarnation, je sais pas, symbolique. Oui, mais la co-incarnation en réalité virtuelle nous permet de faire de l'expérimentation sur les modes de co-incarnation, et les expériences montrent dans quelle mesure le sujet se sent auteur de la culture qui est élaborée à deux, dans quelle mesure il n'en se sent pas auteur, dans quelle mesure il est passif par rapport à ce que fait l'autre. Donc on peut nuancer plein de paramètres sur le rôle de chacun dans la co-construction et la co-incarnation. Est-ce que je suis totalement moi dans cette co-incarnation? Donc ça peut peut-être nous donner à penser tous les problèmes qui surviendront après de personnes qu'une co-incarnation, en quelque sorte, lèse d'une partie de leur autonomie. On pourra peut-être comme ça expliquer, ou à l'inverse, des personnes que la co-incarnation, à qui elle bénéficie, et du coup, elle crée un déséquilibre à leur avantage. Ok, synthèse activée. La co-incarnation en RV est un chouette modèle expérimental pour mieux comprendre des processus et phénomènes culturels traditionnels tels que le tarantisme et la possession décrits par Jean-Pierre Courtial. À l'image de la construction des connaissances scientifiques, la culture est en perpétuelle transformation, n'est-ce pas cela le régime de présence? Ce régime s'organise selon des logiques de flux centrifuge et centripète. Ça nous sculpte, ça nous façonne. Ce régime de présence donne forme à nos corps-esprits et à la relation sociale. Dans le cadre de la pratique psychothérapeutique, il peut être intéressant de mobiliser ces ressources culturelles, de construire une thérapeutique non pas fondée sur la technologie RV mais sur la médiation culturelle RV. Il s'agira dans les prochains épisodes de préciser la façon dont le thérapeute transnumériste peut mettre en scène via la médiation réalité virtuelle des processus endorcistes et exorcistes des acteurs réseaux culturels. La culture peut contenir de l'énergie relationnelle, telle des entités ressources qui vont aider le patient à se refrontiériser, à réharmoniser son rapport à soi et au monde, retrouver un juste équilibre énergétique dans son corps. Mais ne sommes-nous pas déjà dans une sorte de cyberchamanisme ou quoi? Un grand merci les amis du virtuel relationnel.